tout dire sur la troisième observation. L'exigence des preuves en matière électorale. C'est même, lorsque nous lisons très bien la loi, une condition de recevabilité de la requête. La recevabilité de la requête tient aussi au fait qu'on doit y annexer des preuves. Une requête nue, dépourvue de preuves, doit être carrément rejetée. Et malheureusement, nous négligeons cet aspect des choses. Et nous avons vu une requête fleuve, mais sans preuve. Dernière observation. La dernière observation tient au fait que votre cour, la Cour constitutionnelle, statue sur requête. Ça paraît une règle anodine, mais ça vaut ici le pesant d'or. Ça vaut la peine de le rappeler ici. Parce que vous avez vu comment le requérant est tout le temps sorti de sa requête, des débordements sur débordements. Il a plusieurs fois déraillé. Il nous a raconté toute sa vie. C'est là que la règle selon laquelle la Cour ne statue que sur requête vaut la peine d'être rappelée ici. Parce que nous avons finalement une requête preuve, où le requérant, quand il prend la parole pour développer les observations, il déborde, il déraille. Qu'il plaise à la Cour de rester dans la requête, de respecter le principe du dispositif et de ne statuer que sur les éléments contenus dans la requête. J'ai dit et j'ai pris à la Cour d'inviter à la barre Maître Jean-Marcel Kabea pour développer les branches du moyen. Merci. Merci. Le collectif a encore la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais donc intervenir sur la première branche du moyen unique contenue dans la requête de M. Ngoï Théodore. Pour faire un gain de temps, je ne reviendrai pas sur l'irrécevabilité des 4 sous-branches de cette branche, cette partie du moyen ayant été vidée de sa substance par l'intervention de mon prédécesseur, qui a effectivement évoqué les caractères définitifs des arrêts rendus ou que rend votre cour conformément aux dispositions de l'article 168 de la Constitution. Je m'en vais donc faire des petites observations sur chacun des griefs que M. Ngoï a présentés en 4 sous-branches de la première branche du moyen unique. Dans un premier temps, M. Ngoï vous a entretenu ici, très longuement d'ailleurs, sur les griefs faits à la CENI de n'avoir pas publié les listes électorales. Et il a renvoyé comme fondement aux dispositions des articles 6 et 8 de la loi électorale, qui en réalité circonscrivent le cadre de la publicité, justement à faire de la liste des électeurs. La ratio legis de ces deux dispositions renvoie donc à ce que le législateur a voulu que la CENI fasse une publicité suffisante sur qui sont électeurs pour participer au scrutin. Et pour cela, la loi, de manière non limitative, a évoqué quelques moyens pour la publicité. Mais je pense que le requérant, qui ici a affirmé avoir battu sa campagne essentiellement à travers les réseaux sociaux et les médias, ne pourrait pas opposer à la CENI le fait d'avoir aussi, pour ce qui est de la publicité des listes électorales, utilisé les mêmes voies. Notamment, la CENI avait mis en ligne sur son site toutes les listes et l'information était
si M. Théodore Ngoy suivait la télévision autant de fois qu'il voudrait que ses électeurs les suivent, il a certainement été informé de cela. Et au cours de la rencontre organisée par la CENI avec les candidats, cela avait également été relevé. La CENI a donc utilisé un des moyens qu'on peut considérer dans ces temps modernes comme étant le même à pouvoir atteindre le plus grand nombre de personnes, à savoir quand même utiliser son site internet. Mais la CENI est allée plus loin, en collaboration avec les sociétés, les opérateurs des télécommunications. Chaque électeur pouvait, en envoyant un message gratuit au numéro 102, avoir la réponse sur son nom complet ainsi que son bureau de vote. Est-ce qu'il peut y avoir meilleure publicité, meilleure façon de faire la publicité que cela? Encore que M. Théodore Ngoy, in fine, n'a pas démontré à suffisance de preuves que ses électeurs, à lui, parce que dans ces procès, c'est de lui qu'il s'agit. Chaque fois, il faudra renvoyer chaque grief à sa propre personne en tant que candidat venu contester les résultats obtenus par les 26. M. Théodore Ngoy, disais-je, n'a pas donc démontré que ses électeurs à lui n'avaient pas pu retrouver leur nom sur les listes électorales telles qu'elles ont été rendues publiques par les moyens qui ont été utilisés par la CENI. S'agissant de l'impression des cartes d'électeurs, qui serait illisible, c'est avancé avec le chiffre de 80%. Mais il n'a pas pu indiquer ici sa source. Mais il dit près de 80% des cartes d'électeurs seraient devenues illisibles. Il me semble que ce qui est plus proche de la réalité, c'est que certaines cartes d'électeurs, ça n'a pas été 80% des cartes d'électeurs. Encore que M. Théodore Ngoy n'a pas, encore une fois de plus, à suffisance de preuves, indiqué à la haute cour que seuls ses propres électeurs étaient impactés par le problème d'illisibilité des cartes d'électeurs. Et il n'a même pas pu apporter la preuve d'un seul de ses électeurs, à commencer par lui-même. À commencer par lui-même. Donc, parce qu'il n'a pas été démontré que le fait que certaines cartes d'électeurs avaient un caractère illisible, cela a pu impacter sur les résultats. D'autant plus que, d'après les chiffres de la CENI, c'est quand même plus de 10 millions de Congolais qui ont pu voter. La CENI avait communiqué à ce sujet que ceux qui avaient des cartes illisibles pouvaient se présenter dans un bureau de vote et qu'il y avait tout un service qui était mis en place pour être pris en charge par les agents de la CENI en vue de les identifier comme étant des électeurs devant voter dans un bureau de vote précis. Et il me semble que beaucoup qui avaient des cartes illisibles ont pu voter le 20 décembre dernier. Il s'est également étalé sur la problématique du monnayage de l'impression des duplicata des cartes d'électeurs. Il me semble là que mettre à charge de la CENI une telle responsabilité ne serait pas honnête. D'autant plus que dans sa requête, M. Théodore Ngoy n'a pas pu démontrer quel était le volume des affaires pour lesquelles il y aurait eu soupçon de monnayage des cartes d'électeurs. Il n'a pas pu les confirmer. Et il n'a surtout pas indiqué qu'un de ses propres électeurs a été concerné par le cas. Encore une fois de plus, chaque fois que M. Théodore Ngoy plaide et évoque un grief, il doit toujours se ramener à sa propre situation en indiquant, parce qu'il y a eu monnayage des cartes, de l'impression des duplicataires des cartes d'électeurs, 10 millions de mes votants en moins n'ont pas pu avoir accès à l'impression d'un duplicata, ce qui peut avoir pour conséquence de remettre en cause l'ordre d'arrivée lors de la proclamation des résultats à ce stade provisoire par la CENI. S'agissant de la non-publication de la liste définitive des candidats présidents de la République au journal officiel, M. Ngoy
en développant ses griefs, n'a pas indiqué comment cela a pu avoir de l'influence, une incidence déterminante dans l'ordre d'arrivée des candidats. Il vous l'a indiqué lui-même qu'il serait le dernier de 26, avec 0,2% de suffrages, 0,02% de suffrages exprimés par certains Congolais qui ont eu accès au vote le 20 décembre 2023. Et que donc, le fait d'avoir imposé la publication de la liste des candidats présents et publics au journal officiel, encore une fois de plus, l'objectif du législateur, c'est de pouvoir faire la plus grande publicité qui est possible de qui sont retenus de manière définitive comme candidat président de la République. De ce point de vue, lui qui a affirmé avoir pratiquement battu toute sa campagne dans les réseaux sociaux et à travers les médias les plus suivis, il me semble qu'il soit le candidat que le Congolais ait connu le plus comme ayant postulé à la fonction présidentielle. Malheureusement, les résultats restent celui-là. Il n'a pas pu donc démontrer ici que du fait que la CENI n'avait pas publié la liste des candidats retenus définitivement à l'élection du président de la République, cela a empêché ses propres électeurs de l'identifier, de le reconnaître comme candidat président de la République et éventuellement de voter en sa faveur. M. Théodore, qui a ici présenté une demande incidente tendant à obtenir un passeport diplomatique, n'a pas pu justifier d'abord le grief vis-à-vis de la CENI tel qu'il a été exprimé. La CENI ne délivre pas les passeports diplomatiques. Ces griefs ne peuvent pas être portés à charge de la CENI. Et la délivrance du passeport diplomatique est réglementée par le décret numéro 09/10 du 30 mars 2009. Et ce décret énumère de manière limitative les bénéficiaires des passeports diplomatiques, sauf à recourir au pouvoir discrétionnaire du président de la République, seul à qui ce décret reconnaît le pouvoir de pouvoir solliciter et obtenir un passeport diplomatique en faveur d'une autre personne que celle retenue et reprise sur les dits décrets. Alors, la justification de M. Ngoy Théodore, c'est de dire que le passeport diplomatique aurait dû permettre aux candidats de battre campagne dans les circonscriptions électorales à l'étranger du pays, donc dans les 5 pays dans lesquels la CENI a fait une première expérience de vote des Congolais de l'étranger. Mais M. Ngoy, encore une fois de plus, ne démontre pas qu'il a été l'unique à avoir été empêché de se déplacer pour aller battre campagne dans ce pays-là. Encore qu'il est de notoriété qu'aucun candidat n'a été dans l'un des 5 pays pour battre campagne. M. Ngoy ne peut donc pas justifier légalement que le simple fait, pour lui, de n'avoir pas obtenu un passeport diplomatique, a nécessairement favorisé un autre candidat à son détriment. Le vote des Congolais de l'étranger le démontre à suffisante. Son nom a été repris et M. Ngoy sait exactement le nombre de voix qu'il a pu recevoir en termes de suffrage de la part de nos compatriotes vivant à l'étranger. Je vais terminer par les deux dernières sous-branches, M. le Président, en abordant la question ou la problématique de la protection qui serait inégale de tous les candidats présidents de la République. Et sur ce point, M. Ngoy vise particulièrement notre client, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aurait été surprotégé, d'après lui, et par la garde républicaine et par la police, alors que lui a peiné à avoir 25 policiers. Encore une fois de plus, il faudrait ici rassurer M. Théodore Ngoy que tout en étant autant candidat que lui sur la liste définitive de 26, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, durant la période de campagne, et même en ce moment-ci où nous sommes en train de plaider cette affaire, est président de la République et chef de l'État. Et cela jusqu'à l'investiture, à la date d'investiture. Donc, pendant la période de la campagne électorale, il n'était pas moins président de la République. Et il devrait continuer à bénéficier de la même protection organisée par ailleurs par la loi pour un président en fonction. Mais particulièrement, vous aurez vu sa décence et son sens de loyauté. Il n'a pas, par contre, utilisé les moyens de l'État pour battre sa campagne. Tout le monde
l'aura vu, le président de la République n'a pas utilisé l'avion présidentiel pendant sa tournée en campagne. Le président de la République n'a pas utilisé un seul des véhicules officiels pendant la période de campagne. Il a utilisé ses biens privés et les biens qui ont été mis à sa disposition pour le besoin de la campagne. Donc, sur ce moyen, Monsieur le Président, encore une fois de plus, M. Théodore Ngoy ne démontre pas, à suffisance de preuves, que le simple fait que le président de la République, encore en fonction au moment de la campagne, a pu bénéficier d'une protection différente des autres candidats, l'a empêché, lui, à être élu président de la République. D'autant plus que de son propre aveu, il n'a pas organisé une campagne en sortant de sa maison. Parce que toutes les fois où il est parti de sa maison, c'était pour aller à une chaîne, soit de télévision, soit des radios. Et pendant l'autre période de sa campagne, il était dans les réseaux sociaux. Il n'avait donc pas besoin de plus que 25 policiers pour se rendre de sa maison à une maison de communication. Pour ce qui est, et je vais finir par là, Monsieur le Président, du non-enrôlement des électeurs dans les zones sous occupation des groupes armés en proie à l'insécurité. M. Théodore Ngoy dit que tous les processus sont entachés d'irrégularité parce que la CENI n'a pu organiser l'enrôlement des électeurs et ainsi donc les élections dans les deux territoires de la province du Nord Kivu. Il me semble que votre cour a une jurisprudence abondante et constante sur cette question parce qu'elle s'était déjà posée en 2019 lors des élections organisées en 2018 pour les territoires de Kwamut et les territoires de Yumbi, Beni Territoire et Beni Ville. Votre cour, par arrêt numéro RCE 001 de 2019, avait dit pour droit que cette circonstance exceptionnelle liée à l'insécurité et constituait un cas de force majeure qui ne pouvait pas permettre à la CENI d'organiser non seulement les opérations d'enrôlement, mais également le vote dans ces circonstances. C'est bien plus facile pour M. Théodore Ngoy, qui avait décidé de ne battre campagne que dans les réseaux sociaux et sur les chaînes de télévision, de vouloir exiger que les élections se soient tenues dans ces zones-là. Mais pour les autres candidats qui avaient voulu aller au contact des électeurs, des Congolais, ils n'auraient pu se rendre dans les deux territoires en proie à l'insécurité. M. Théodore Ngoy pouvait par contre, dans cette hypothèse-là, se retrouver être plus favorisé parce que lui avait décidé de ne pas battre campagne en dehors de sa maison et de locaux des chaînes de télévision. Tout à l'heure, dans son développement, M. Théodore Ngoy, comme nous le cessons de le dire, est revenu plusieurs fois sur ces griefs sans jamais les confronter à la situation factuelle de la recherche des résultats, la recherche du changement de son positionnement sur les listes, sur la décision proclamant provisoirement élu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à ce sujet, je voudrais ici citer avec intérêt l'auteur Juvenal Mutumbi, que lui-même a cité tout à l'heure, et pour lequel il n'a lu que la première partie du paragraphe. Sur ce même paragraphe-là, l'auteur poursuit en disant que tout ce qui est prévu à ces sujets, et il parle plutôt de la conformité et non pas de la régularité, il chute en disant tout cela, le requérant devra démontrer que tous les griefs invoqués permettent d'avoir une incidence considérable sur les résultats et qu'il devrait, si jamais la situation avait été inversée, lui permettre à lui d'occuper la première position et non pas de se retrouver Panima, comme il a dit lui-même, le tout dernier de la classe. Alors, vous aurez donc, Monsieur le Président, Madame, Monsieur du siège, Monsieur le Procureur général, compris qu'au terme de cette plaidoirie fleuve du requérant, ponctuée des faits socio-politiques de notre pays et de quelques anecdotes personnelles, n'ont pas permis d'apporter à la Cour un seul élément qui pourrait lui permettre, s'agissant justement de tous les griefs abordés dans la première branche du moyen unique, dans ces 4 sous-branches, que son positionnement pouvait être différent si jamais la situation avait été inversée. Nous avons dit, Monsieur le Président.
La Cour vous remercie. Je crois... Ah, ce n'est pas la conclusion. Donc, il y a d'abord mettre... Ah, oui, oui. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les hauts juges de la République, Monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle et honorable représentant de l'organe de la loi, permettez-moi, avant d'entamer mon propos, de relever que la requête par laquelle la Cour constitutionnelle est saisie en l'affaire sous examen pose vraisemblablement beaucoup plus de peine que de bonheur du point de vue de l'entendement et de la compréhension que l'on peut s'en faire. Il n'est pas facile de saisir la réalité de son objet ainsi que sa finalité en se plaçant dans le cadre d'un débat juridique de fond qui se veut sérieux et productif d'essence. La manière dont la requête en question est confectionnée ne permet pas d'emblée d'opérer un distinguo entre l'émotion et la raison d'une part, et entre le cadre factuel des références à l'opposé du bloc des repères juridiques auquel le dit cadre devrait être confronté d'autre part. Vous comprendrez que ce lot de difficultés résulte notamment du fait que l'écriture même de l'exposé de la requête est réalisée en mode pêle-mêle. Cela impose par conséquent de se transporter au-delà des apparences graphiques de ces articulations syntaxiques pour approcher tant peu soit-il les intuitions approximatives qui peuvent donner lieu à un quelconque débat juridique devant votre cour. Notre distingué contradicteur de l'autre côté de la barre poursuit devant vous l'annulation de l'ensemble du processus électoral du 20 décembre 2023, à l'issue duquel notre client, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reconnu vainqueur du scrutin, donc en toute logique, proclamé à titre provisoire président élu de la République démocratique du Congo pour un mandat de 5 ans à venir. Il importe de souligner que le document qui sert de support matériel aux prétentions du requérant comporte 26 pages au total. Paradoxalement, l'illusion quantitative qu'elle dégage ne coïncide pas avec la qualité escomptée, en considérant la partie consacrée à l'argumentation juridique de sa narration. Celle-ci est limitée à 9 pages au maximum, soit de la page 16 à 25, ce qui fait environ 40% de la proportion du propos intelligible de la requête d'ensemble. Cela soulève d'emblée un problème sérieux de performance et de conviction intellectuelle qui entoure la démarche globale de ces points de vue. En effet, Monsieur le Président, le schéma de pensée qu'empruntent les requérants se révèle d'une manière ou d'une autre affecté par un déficit de cohérence narrative, d'une part, lequel est relayé à titre supplémentaire par une espèce de carence du point de vue de la consistance argumentative, d'autre part. Je n'entends plus revenir à ce stade de nos observations orales sur les aspects relatifs à ces doubles griefs. Ils ont déjà été exposés avec sagesse et intelligence par les estimés confrères qui m'ont précédé en abordant telle ou telle autre allégation contenue dans la requête sous examen. Mon intervention consistera principalement à mettre en évidence les limites, les failles ainsi que les contradictions afférentes à 2 séries d'arguments qui concernent respectivement, primo, l'extension de la date du déroulement des élections, soit au-delà du 20 décembre fixé conformément au calendrier initial arrêté par la CENI, et secondo, les suspicions illégitimes entretenues autour de l'ambiance dans laquelle ont eu lieu les opérations de dépouillement et de compilation des résultats. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, Monsieur le procureur général, les avocats conseils de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que nous sommes n'avons pas manqué d'accorder une certaine importance à ces 2 types d'arguments que je viens de relever. D'abord parce qu'ils ont la particularité de venir pour la première fois devant votre juridiction, en tout cas dans le cadre de ce cycle électoral. Ensuite, les 2 séries d'arguments en question s'avèrent de nature à heurter le bon sens et l'impératif de sécurité juridique dans l'hypothèse où il pourrait être miraculeusement établi qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un exercice arbitraire du pouvoir
dans les chefs des acteurs impliqués dans l'organisation des élections au cours de ces processus. Or, en dépit de la sensibilité névralgique que ces deux arguments peuvent exercer sur une certaine opinion publique a priori tendancieuse, il apparaît au terme d'une analyse juridique rigoureuse, coordonnée et objective que les raisonnements mi-figue, mi-raisin, au moyen duquel on en expose la quintessence, afin de solliciter l'annulation de l'élection dans son ensemble, relève d'une tactique habile qui consiste à mal poser les problèmes pour en légitimer les odieuses solutions qu'on tend à imposer comme alternative en guise de leur dénouement. Afin de ne pas abuser de votre temps, nous allons exposer de manière tout à fait schématique les postulats et les énoncés qui viennent en appui à la thèse que nous défendons, à savoir le défaut de pertinence scientifique et intellectuelle des 10 arguments sous l'angle du droit positif congolais. Monsieur le Président, commençons d'abord avec l'épineuse question du débordement de la date de la tenue du scrutin. Le requérant avance, notamment à la page 3 de sa requête, que la CENI a pris des décisions d'étendre les opérations de vote au-delà du 20 décembre 2023, alors qu'elle n'en a pas le pouvoir. Fin de citation. Tirant prétexte de ces paralogismes regrettables, il s'évertue, dans une logique caractéristique d'un raisonnement typiquement idéaliste propre aux sophistes grecs de l'époque antique, à en conclure à une raison probablement éventuelle d'annulation du scrutin dans son ensemble, voire page 26 de sa requête, la partie du dispositif. L'argumentation qui s'abrite derrière cette approche herméneutique du cadre juridique relatif à l'organisation de ce cycle électoral pose beaucoup de problèmes d'honnêteté intellectuelle et de performance discursive. Elle consiste, sans plus sans moins, à réduire la portée d'un vrai débat de fond en droit par la mobilisation de seuls ingrédients constitués des bribes des dispositions textuelles de la loi électorale dont la portée n'est guère ultimement décisive dans cette matière en l'espèce. En effet, permettez-moi de le souligner, Monsieur le Président, les droits en général et les droits électoraux en particulier ne se résument pas au moyen de quelques dispositions des articles contenus dans des textes légaux et réglementaires, ou d'ailleurs même dans la constitution d'un pays. À cet égard, le constitutionnalisme contemporain qui renouvelle sa foi en la vertu supposée de la démocratie représentative se démarque nettement et complètement du carcan légalo-formaliste à l'origine des mésaventures du juridisme classique. Il préconise fondamentalement une posture interprétative de la juridicité qui se révèle foncièrement focalisée sur la prise en compte des exigences éthiques et axiologiques dans le cadre de tout quelconque débat qui consiste à établir en droit ce qui est permis de ce qui est interdit. Or, jugé à la lumière de ce qui précède, le requérant semble donner l'impression de ne pas comprendre que la CENI, en cette circonstance, n'a pas que le pouvoir d'étendre le délai de la tenue des élections. Au contraire, elle en est même obligée, sous peine de tomber, faute de se comporter comme elle l'a fait, dans une lamentable situation de déni démocratique, en entravant la jouissance et l'exercice des droits et libertés fondamentaux reconnus indistinctement à tout Congolais, qu'il soit des pères ou des mères ou même pas du tout de l'un de l'autre, mais remplissant les conditions de participation aux noces démocratiques dans notre pays. Monsieur le Président, il me semble gênant de revenir sur un certain nombre de détails, dont notamment le choix du jour férié, le choix du dimanche comme journée indiquée pour organiser les élections. Ce sont des débats qu'on laisse effectivement aux débutants qui commencent à prendre le droit électoral. Par contre, voici à titre purement illustratif les quelques indices de difficultés interprétatives de la légalité substantielle du processus électoral auquel est confronté le requérant dans ces contextes. Il ignore ou il feint d'ignorer que la loi électorale consacre, en particulier à l'article 52, le monopole de la fixation du jour et de l'heure du vote au profit de la Commission électorale nationale indépendante. Cette prérogative révèle les attributs d'un pouvoir discrétionnaire en ce qu'elle s'accompagne de la possibilité ouverte par la loi
d'adapter un calendrier qu'elle aurait déjà elle-même établi. Les conditions de mise en branle de sa compétence discrétionnaire en pareilles circonstances sont articulées de telle manière à s'accommoder adéquatement avec les principes constitutionnels d'égalité des citoyens devant la loi en général, in specie devant le suffrage. Il va sans dire que de ce point de vue, aucune interprétation possible de la loi électorale ne peut être brandie de manière à justifier, sous quelque prétexte que ce soit, la privation du droit fondamental de chaque individu à participer à l'exercice de la gestion de la chose publique par le biais de sa participation à des suffrages organisés à cette fin. Même à supposer qu'à l'issue d'un raisonnement par l'absurde, l'on parvienne à soutenir que la CENI n'aurait pas agi conformément à la loi électorale, il doit être rappelé que la Constitution est au-dessus de toute loi et par conséquent, ces prescriptions l'emportent en tout temps et en tout lieu au bénéfice de tous citoyens résidant sur le territoire de notre pays. Cela revient à dire, sans aucun risque éventuel d'être contredit, Monsieur le Président, que l'appréciation de la légalité de la décision de la CENI d'étendre le délai du vote doit être fondée sur un certain nombre de prescriptions constitutionnelles, dont notamment, et les requérants l'a reconnu, l'article 5 de la Constitution, en ce qu'il consacre les droits d'exercice de la souveraineté nationale par tous les peuples. Vous vous souviendrez qu'en vertu de cet article, tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. L'article 13 de la Constitution, en ce qu'il interdit toute forme de discrimination, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif. La doctrine, et il faudrait dire qu'à ce niveau, lorsqu'on évoque la doctrine, on ne va pas chercher dans les notes des étudiants. La doctrine juridique faisant autorité à plus d'un titre, notamment sous la plume de l'immortel Hans Kelsen, enseigne à ce juste propos que l'influence question doit être égale à celle qu'exerce chacun des autres électeurs. Chaque suffrage doit avoir un poids égal à celui de tous les autres et personne ne peut se voir exclu du bénéfice d'un tel droit. Toujours, en déroulant les maillons de la chaîne de la normativité susceptible d'encadrer la régularité et donc la légalité des opérations du vote ayant eu lieu après extension du délai initial par la CENI, il est important de revenir aux notions élémentaires devant être connues de tout juriste sérieux, à savoir les statuts de la constitution d'un pays au sein de l'ordre juridique international. Pour rappel, Monsieur le Président, l'article 215 de la Constitution de notre pays stipule que les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. La raison en est que la RDC est un pays de tradition moniste. Or, il s'avère que la RDC a ratifié un certain nombre d'instruments internationaux, lesquels érigent la participation à l'élection au titre d'un droit fondamental. Partant de ce qui précède, la décision de la CENI en question se justifie amplement sur le plan du droit international d'abord général, en vertu de l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, sur pied duquel nous lisons « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune discrimination et sans restriction déraisonnable, de voter et d'être élu au cours d'élections périodiques honnêtes au suffrage universel et égal au scrutin secret, assurant par là l'expression libre de la volonté des électeurs. » L'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule in fine que la volonté du peuple doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret, et j'en passe. Au niveau régional, pour faire court, au niveau régional africain spécifiquement parlant, la régularité de la décision de la CENI peut être appréciée également au regard, entre autres, de l'article 13 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, en ce qu'il consacre librement les droits de participer à la direction des affaires publiques. Le point 4, paragraphe 2 de la déclaration de l'Organisation de l'Union africaine sur les principes régissant les élections démocratiques, en ce qu'il consacre les droits de participer au processus électoraux, y compris les droits de vote sans aucune discrimination.
La jurisprudence constante de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en la matière, dont nous faisons l'économie de l'exposer en cette circonstance, est riche d'enseignements qui vont dans le sens de ce que nous défendons. Il est donc superfétatoire de se braquer en deçà de la marge de juridicité pouvant être établie à l'aune d'une compréhension systémique de notre juridique quelconque, en s'efforçant maladroitement de donner l'impression que la loi électorale constitue la ligne de crête qui viendrait circonscrire marginalement l'ossature juridique et réglementaire destinée à encadrer le processus électoral et en acquisant de ce fait même les limites de la connaissance du droit électoral dans son ensemble. Deuxième considération à propos de prétendues irrégularités délibérées qui entacheraient les opérations de dépouillement et de compilation des résultats. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, le mur de lamentation autour du processus électoral à l'issue duquel notre client, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, affectueusement et démocratiquement désigné Fatih Béton, a été proclamé vainqueur de cette élection, atteint son point culminant avec des larmes de crocodile versées sur des prétendues irrégularités qui seraient par ailleurs délibérées au sujet des opérations de dépouillement et de compilation des résultats. Cette accusation constitue la manifestation d'un élan vindicatif, teinté de passion et d'amertume, sur fond de frustration qui brouille manifestement la marge qui s'impose entre la lucidité et l'acharnement lucide de toute compétition à laquelle on s'est engagé sur la base des espérances putatives. En effet, sans préjudice de la substance de nos développements relatifs à ces volets d'argumentation déjà contenus dans nos observations écrites que nous vous avons communiquées, il importe de rappeler encore une fois schématiquement et succinctement ce qui suit. La démarche du requérant est caractéristique d'une confusion délibérée des genres, et cette fois-ci l'adjectif délibéré a tout son sens, entre les différents épisodes relevant de plusieurs registres normatifs dans le cadre d'une application rigoureuse et objective de la loi électorale en l'espèce. Les processus électoraux comportent respectivement des phases préparatoires préalables au déclenchement des élections proprement dites, le stade de candidature ainsi que celui du déroulement du scrutin. Et même à ce stade, il faut encore subtilement distinguer le déroulement en tant que tel de l'opération de vote par rapport aux opérations consécutives de dépouillement et de compilation. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dit que, par exemple, les actes de violence perpétrés dans les limites d'un bureau ou d'un centre de vote doivent nécessairement conditionner l'intégrité des opérations matérielles de comptage des voix. Par ailleurs, il apparaît surréaliste d'avoir saisi la juridiction d'essayant en contestation des modalités du déroulement des élections et acquiescer à l'arrêt rendu à cette fin, dont on reconnaît d'ailleurs le mérite pour la contribution au droit constitutionnel, pour revenir plus tard après avoir participé à la dite élection dans les conditions jadis décriées mais auxquelles on a adhéré en participant à l'élection proprement dite, en vue d'en contester la régularité et la légalité. Pour les avocats conseils du président de la République proclamé élu, jusqu'à preuve du contraire, ces chefs d'accusation ressemblent à une farce de mauvais goût. Or, nous connaissons tous que dans la vie, tout ne doit pas être théâtralisé à ce point. Comment le requérant pourrait-il prétendre aspirer à une apparence de sérieux en manquant de verser au dossier ne fût-ce qu'un indice de quelque moindre valeur soit-il, pouvant contribuer à établir la véracité de ces allégations? Pour terminer, Monsieur le Président, permettez-moi de relever que la tentative en vue de la contestation de cette élection est un indice de la crise des modèles de valeurs qui affectent les comportements et les attitudes de nombreux opérateurs politiques dans notre pays. Il n'est pas possible de saisir les motivations implicites à la démarche du requérant si l'on ne prend pas en compte la tendance récurrente à l'usurpation du titre ou des prérogatives du titulaire authentique du pouvoir par le biais des artifices rhétoriques ou des montages juridiques difficilement conciliables avec la nature, les statuts, les portraits et l'étendue des attributs du souverain primaire. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les hauts juges, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle, pour votre aimable attention, et je vous prie en même temps d'accorder la parole à mon confrère qui viendrait très brièvement circonscrire la chute de nos observations écrites
Je vous en remercie. Merci, maître. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la plus haute cour, Monsieur le procureur général, 3 brèves et rapides observations. La première, Monsieur le Président, c'est d'attirer l'attention de la Cour sur la production du requérant. Le contradictoire a été abordé, je ne reviendrai pas dessus, mais j'ai vu le requérant renvoyer de manière approximative à de la doctrine. J'ai vérifié le renvoi fait à Juvenal Mutumbi. Juvenal Mutumbi, qui est avocat depuis 2005, de mémoire, pour avoir été dans un conseil de l'ordre où il était, et donc, avant la thèse du requérant, j'en viens à me demander à quel moment il a enseigné, et Monsieur le Président, je découvre que Mutumbi, dans sa justice électorale, a exactement affirmé le contraire de ce que veut lui faire dire le requérant. C'est la page 22 de l'ouvrage sous la main. Il a même cité Jean-Louis Essamboukanga. J'attendais la page, je n'en ai pas eu. Il a même cité d'heureuse mémoire Mukendi Wafanya. J'attendais la page, je n'en ai pas eu. Si donc, Monsieur le Président, le requérant verse des pages et des ouvrages, je souhaite attirer l'attention de la Cour pour s'assurer, pas un certificat conforme, souhaiterais que ce soit des ouvrages eux-mêmes, pour ne pas faire dire aux auteurs ce qu'ils n'ont pas dit. Deuxième observation, et je vais en terminer là, Monsieur le Président, c'est le droit électoral congolais des Sambo. Et c'est intéressant, Monsieur le Président, parce que nous l'avons dit depuis le début, qu'il s'agit d'un contentieux des résultats. Et le requérant tente de manière tout à fait subtile, Monsieur le Président, de renverser la charge de la preuve. Mais votre cour n'est pas organisée comme par exemple la Cour constitutionnelle du Bénin, qui en vertu de la loi a la possibilité d'envoyer des délégués dont elle reçoit des rapports sur base desquels elle peut statuer. Et donc, Monsieur le Président, quand vous contestez un résultat, le minimum exige que vous apportiez, ne serait-ce qu'avec des procès-verbaux que vous avez obtenus des différents bureaux. Parce qu'il s'agit en réalité, Monsieur le Président, non pas de venir contester pour contester, mais de contester parce qu'on estime que si le procès en insincérité des résultats aboutit, la conséquence va être de se placer, non pas en ordre utile, mais de renverser l'ordre d'arrivée des résultats provisoirement proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Or, il se trouve ici que le requérant se victimise. Il vous dit, preuve libre, que la Cour constitutionnelle devient active, qu'elle peut instruire à la CENI de produire des preuves, ce qui est normal, mais la Cour ne cédera pas à cette tentation. Et Sambo dit qu'en droit électoral, les juges ne sanctionnent pas toute violation de la loi. Il est le juge de la sincérité des résultats et s'assure que les irrégularités dénoncées sont avérées et constituent des actes de fraude susceptibles d'influer sur les résultats électoraux. Et la Cour constitutionnelle du Bénin, Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la plus haute cour, Monsieur le procureur général, a été confrontée à la même situation, avec quasiment les mêmes éléments factuels, qui ont d'ailleurs été mis en lumière et battus en brèche ici. De quoi s'agissait-il en l'occurrence?
une contestation qui a été soumise à la Cour constitutionnelle du Bénin, poursuivant l'annulation du scrutin pour inconstitutionnalité et plusieurs irrégularités dans son organisation, ainsi que des graves irrégularités et violations de la loi électorale pendant la campagne électorale et le déroulement proprement dit du scrutin. Répondant à tous ces moyens, la Cour reconnaît l'existence de certaines irrégularités et illégalités dans l'organisation et la gestion de l'élection présidentielle, mais elle relève que s'agissant du contentieux des résultats, les juges recherchent en règle générale quelles ont été les incidences de l'irrégularité sur les résultats du scrutin, que seules sont retenues les irrégularités susceptibles de fausser les résultats de l'élection, compte tenu surtout de l'écart de voix entre les candidats ou de la manœuvre qu'elle révèle. Que la simple violation de la loi n'entraîne pas nécessairement l'annulation de l'élection. Que le juge confirme l'élection s'il estime que les faits allégués ne sont pas établis ou s'ils ne sont pas de nature à modifier les résultats malgré l'existence d'une illégalité dans le déroulement de la campagne électorale ou des opérations électorales. Vous avez donc, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Haute Cour, Monsieur le Procureur Général, la situation dans laquelle nous nous trouvons et pour laquelle la défense sollicite ce qui sera disposé tout à l'heure par l'honoré confrère, si votre cour bel et bien lui accorder de disposer. Je vous remercie de bien vouloir me donner acte. Merci, maître. Et le collectif peut disposer. Merci, Monsieur le Président. À l'annonce, je vous ai prévenu que les avocats du collectif allaient développer des observations pour éclairer votre lanterne. Nous sommes au terme de l'éclairage. Je suis certain qu'il n'y a plus de doute sur l'ensemble de griefs, ou du moins l'unique moyen développé par le requérant. Je ne reviens plus. On vient de vous dire tout à l'heure que vous êtes juge de la sincérité de résultats. Il est bien entendu que, en tant que Cour constitutionnelle, vous avez la compétence d'examiner l'inconstitutionnalité. Mais présentement, vous siégez en tant que juge de contentieux de résultats. Alors, je clôture par un rituel de la procédure civile, le par motif, le par ce motif. Qu'il plaise à votre cour de dire qu'elle est compétente pour statuer sur la présente requête, sauf pour ce qui est du chef de demande relatif à la recomposition de la CENI. Recevoir la requête, mais la dire totalement non fondée. En conséquence, dire pour droit, j'aurais dû me limiter au non-fondement. Mais cette décision entraîne une autre décision que vous allez prendre naturellement pour proclamer le résultat définitif de l'élection présidentielle que M. Félix Antoine Tshisekedi est sorti vainqueur. Dire qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance et force restera à la loi. Faite à Kinshasa à la date de ce jour.
Merci beaucoup, Maître. La Cour vous donne acte de vos prestations. Passe la parole au représentant de la CENI. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, Monsieur le Procureur général, l'essentiel a déjà été dit. Je vais juste introduire, et deux de mes collègues, Juvenal et Noël, vont essayer de compléter mon introduction. Monsieur le Président, je l'ai souligné, étant la Cour qui siège en tant que juge électoral de la sincérité des résultats, nous pouvons affirmer qu'au regard de l'article 74 ter de la loi électorale, la requête qui vous saisit devait en principe indiquer les griefs allégués et comporter les éléments de preuve sur lesquels cette demande devait s'appuyer. Monsieur le Président, lors des échanges, vous avez constaté qu'aucune preuve était avancée à la demande, n'est-ce pas, du requérant en ce qui concerne l'ordre d'arrivée des candidats tels que publiés par la CENI le 31 décembre 2023. En l'espèce, Monsieur le Président, la CENI fait observer que sur les 41 738 628 électeurs attendus lors de ces scrutins, 18 45 348 ont pris part au vote, soit un taux de participation de 43,22%. Sur les 18 919 de suffrages valablement exprimés lors de ces scrutins combinés, le requérant Ngoï Ilunga Wansenga Théodore n'a obtenu que 4 139 voix, soit un score de 0,0%, le plaçant en dernier lieu de 26 candidats qui ont concouru. De ce fait, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, il ne peut prétendre solliciter l'annulation des résultats provisoires publiés par la CENI, ni obtenir le renversement de l'ordre d'arrivée des candidats dont le vainqueur, le candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a obtenu à lui seul 13 215 366 voix, soit un score de 73,34%. Vous comprenez, Monsieur le Président, que devant ces évidences, et à défaut d'apporter des preuves concernant le candidat, pas les preuves des autres, ses preuves, ses griefs à lui. Monsieur le Président,
il a parlé d'un regroupement politique qui pouvait lui voter pour 10 000 voix. J'ai fait la sommation. Et un autre endroit, c'était 5 000. Ça fait 15. Même si on ajoutait les 15 000. N'est-ce pas? Par rapport aux 13 215 366, il serait à quel ordre, n'est-ce pas, dans l'ordre d'arrivée? Monsieur le Président, vous direz de ce fait que la décision de la CENI, telle que publiée, est tout à fait régulière par rapport, n'est-ce pas, à l'ordre d'arrivée tel que publié par la CENI. Monsieur le Président, avec votre autorisation, surabondamment, parce qu'en fait, les autres questions relatives à la régularité, n'est-ce pas, relatives au passeport diplomatique, même au cortège des candidats, Monsieur le Président, ça ne relève pas de votre compétence. Mais j'aimerais quand même, pour la pédagogie, si vous le permettez, Monsieur le Président, que sur une autre question, que mes collègues puissent me compléter brièvement. Je vous remercie. Là, c'est l'application de ce qu'on dit autorisation tacite. Merci beaucoup, Monsieur le Président, honoré membre de la composition, Monsieur le procureur, près la Cour constitutionnelle. Nous intervenons en supplément des éléments qui ont été avancés par Monsieur le directeur de cabinet adjoint, Monsieur Dave Banza, pour aborder la question relative à la régularité du processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante fait observer à l'auguste Cour que s'agissant de la régularité du processus électoral, le siège de la matière demeure l'article 211 de la Constitution, l'article 3 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante et enfin l'article 7 de son règlement intérieur. Ces dispositions, à travers une lecture combinée, donnent effectivement mission à la Commission électorale nationale indépendante d'organiser en toute indépendance, neutralité, votre honneur et impartialité des scrutins libres, démocratiques, transparentes, dont elle assure la régularité. J'insiste sur le concept « assurer la régularité ». Cependant, l'organisation ainsi que l'exercice de cette régularité par la volonté du législateur ne se fait pas a posteriori ou in globo. Le législateur a organisé cet exercice de la régularité du processus électoral en ce que, à travers les différentes étapes fondamentales du processus électoral, s'examine la régularité. Déjà au niveau de l'opération d'enrôlement des électeurs, enrôlement et identification des électeurs. La loi donne la compétence à la Commission électorale nationale indépendante d'organiser les processus d'enrôlement et identification des électeurs. Et cela conformément aux articles 40 à 44 de la loi portant identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo. Déjà à ce niveau, lorsqu'il apparaît ou lorsque l'on constate des irrégularités au moment de l'enrôlement des électeurs, la loi d'abord donne la possibilité au requérant qui n'a pas été pris en charge pendant cette opération d'enrôlement et identification des électeurs de s'adresser à la CENI à travers sa structure opérationnelle qu'on appelle centre d'inscription. Ce n'est qu'après que s'organise
un contentieux qu'on appelle le contentieux de liste. Pour dire qu'à chaque étape, déjà au niveau de la constitution du fichier électoral, la loi permet à ce qu'il y ait un contrôle sur la régularité du processus électoral à ces moments-là. Alors que nous prenons la parole pour représenter l'auguste institution, il y a des jugements qui ont été rendus sur l'enrôlement et identification des électeurs. Et ces jugements, à l'étape de l'enrôlement et identification des électeurs, ont confirmé la régularité de cette étape importante du processus électoral. Après l'enrôlement, s'ensuit une période aussi importante, la période de réception et traitement des candidatures qui s'effectuent selon la loi, parce que la CENI, dans ce qu'elle mène comme démarche, comme activité, pour organiser la réception et traitement des candidatures, elle se conforme aux dispositions de la loi électorale. Et après que la CENI ait enrôlé, traité, décidé même que certaines candidatures seraient déclarées irrécevables, les juridictions compétentes en matière de candidature ont assuré un contrôle de régularité de la décision de la CENI portant publication des listes provisoires déclarées recevables et irrécevables. Et à ce niveau-là et à cette étape-là, les décisions de justice existent qui confortent la position de la CENI pour dire que cette procédure a été régulière. Et ce que nous disons, votre honneur, est conforté par l'arrêt de votre auguste cour, arrêt R-Const 21-20 du 14 décembre 2023. On a rappelé tout de suite que l'auguste cour était siégé comme juge de sincérité des résultats. Nous sommes présentement à l'étape de scrutin. Donc, point ne serait besoin de revenir pour contrôler la régularité qui a déjà été coulée sous forme de choses jugées à l'étape de la constitution du fichier électoral, à l'étape de la réception et traitement des candidatures. Vous allez vous prononcer aujourd'hui sur la sincérité des résultats qui a été provisoirement rendue par la commission électorale et indépendante. Je passe la parole à mon collègue qui reviendra pour chuter sur cette question de la régularité. Non, c'est là que ce droit-là, vous ne l'avez pas. Non, là, c'est un droit que la Cour préserve jalousement. Vous n'avez pas le droit de passer la parole. C'est la Cour qui a le droit. Vous avez terminé. Non, je n'ai pas encore terminé, je complète. Non, mais vous vouliez passer la parole. Oui, je complète. Il y a un élément que je dois rappeler. Ah, en fait, quand la Cour vous fait voir qu'elle est jalouse de son droit, le complément vous revient. Complétez et après vous remettez la parole à la Cour. Merci beaucoup. Ok. Nous disions tantôt, votre honneur, merci de votre indulgence, que concernant cette fois-ci les opérations de vote, la CENI fait observer que ces opérations se sont déroulées toujours conformément à la loi électorale. On a rappelé tout à l'heure les différents incidents ou irrégularités qu'on a observés lors du déroulement de ces opérations. À ce sujet, la CENI fait observer que les actes de violence à l'endroit de son personnel et surtout des vandalismes du matériel électoral et de son patrimoine, les difficultés logistiques et les conditions climatiques difficiles, ainsi que les aspects sécuritaires dans certaines contrées, ont eu pour effet, votre honneur, de retarder l'ouverture de certains bureaux, et cela dans certaines circonscriptions électorales. Et face à tous ces éléments auxquels nous venons de faire allusion, votre honneur, la CENI s'est vue dans l'obligation d'autoriser la poursuite des scrutins combinés des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, ainsi que celui de conseillers municipaux par 2 décisions. Il s'agit en l'occurrence la décision numéro 128/CENI/AP/2023 du 20 décembre 2023
et la décision numéro 129/CENI/AP/2023 du 21 décembre 2023, publiée au journal officiel au numéro spécial du 2 janvier 2024. Et les deux décisions prises par la CENI se conforment, votre honneur, aux articles 5, alinéa 5 de la Constitution du 18 février, ainsi qu'à l'article 52, alinéa 4 de la loi dite électorale. Que disent ces deux dispositions? Article 5 de la loi de la Constitution. Sans préjudice des dispositions des articles 52,